Je vous invite à prendre place. À votre table à signer, s'il vous plaît, parce qu'on est sold out. Alors, c'est un beau problème. C'est un beau problème. On est bien contents. Je me présente, Caroline Deguire, la présidente directrice générale de votre Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et ça nous fait plaisir d'organiser un événement sur une thématique qui nous touche de façon particulière à Laval. On a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de mouvements. Les statistiques de nos partenaires du CETEC sont claires, c'est qu'il va y avoir des changements. Et à Laval, les entreprises, ça change, ça évolue. Puis on a besoin de s'occuper de vous, puis ça va nous faire plaisir de s'assurer du futur de l'entrepreneuriat à Laval. Alors, il me fait plaisir donc d'accueillir également, je vous mentionne que nous avons un événement donc complet, mais également, on a innové un petit peu dans la formule, puis je vais m'attarder 1 ou 2 instants pour vous la présenter. Vous êtes au courant, donc on a un buffet et que ce sont des tables tournantes. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à 2 ou 3 reprises durant la matinée, vous allez être invité à prendre vos pénates et de choisir une autre table. Alors, ça va valoir la peine de regarder c'est qui les experts de table, parce qu'à chacune des tables, il y a une thématique ou des thématiques qui peuvent se recouper des fois. Et c'est pour pouvoir vous permettre de personnaliser votre expérience selon vos besoins, là où vous êtes rendu dans votre exploration. Évidemment, on n'a pas que des cédeurs et des repreneurs dans la salle, on a également des entreprises qui souhaitent développer des affaires. On vous invite donc à choisir également. Je vous annonce que c'est enregistré aujourd'hui. Alors, on va avoir des capsules qui vont être créées grâce à nos partenaires pour pouvoir justement, sur le site Web par la suite, au cours des prochains mois, permettre à des cédants et des repreneurs qui n'ont pas pu participer de pouvoir en profiter. Alors, c'est quelque chose d'important à mentionner. Et pourquoi? Pourquoi on fait ça comme ça? Parce que plusieurs cédants nous le disent. Écoutez, Madame Deguire, on ne peut pas venir s'afficher comme cédant. On a peur de perdre des clients ou des employés clés au stade de notre réflexion actuellement. Mais ce n'est pas le cas pour tous, parce qu'on en a dans la salle aujourd'hui, évidemment. Alors, sans plus tarder, je voulais juste souligner donc la présence et remercier nos partenaires particuliers. Ces produits, donc, merci à Desjardins Entreprises particulièrement pour l'organisation de la journée et évidemment le CETEC, le centre donc avec lequel, pour tout ce qui est transfert d'entreprise, on n'aurait jamais été capable d'organiser la journée. Alors, merci à nos amis du CETEC. Également, Dunton-Rainville, Transfert 360, BDO Canada, Laval Économique, Laval Innove, Evol, HEC et le réseau Mentorat. Et évidemment, vous tous qui nous faites confiance et qui aviez envie aujourd'hui d'être présents avec nous. Et je souligne la présence d'Alexandre Warnett, le conseiller municipal de Laval-des-Rapides. Merci, Alexandre, d'être des nôtres aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à notre coprésident de la relève d'affaires, qui est la jeune chambre de commerce, parce que veut pas, c'est un petit peu pour eux, le futur de la chambre, qu'on est en train de faire ça aujourd'hui. Alors, Carlando Morette, merci. Merci tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Vraiment, le reprenariat, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Il y a à peu près 5-6 ans, je crois, je faisais le tour du Québec avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et j'étais même l'ambassadeur du reprenariat. Et c'est quelque chose que je pensais que pour ma communauté, pour les communautés noires justement, c'était une façon pour nous de pouvoir rattraper une certaine retard économique. C'est la raison pour laquelle que je m'impliquais autant dans ce projet. Et je suis vraiment content de voir Olivier présent aujourd'hui, l'une des stars de notre communauté pour le reprenariat. Alors, je ne vais pas rester très longtemps à vous parler de ça parce que oui, effectivement, les jeunes, c'est l'avenir, comme on le dit. Et nous, à Laval, on est très motivés à reprendre et on sait que la 3e ville en termes économiques au Québec, il y en a des opportunités. Et je vous remercie beaucoup, vraiment, d'être présent aussi avec nous aujourd'hui. Et merci à tous nos partenaires et merci à la Chambre. Merci beaucoup. Merci, Carlando, et merci à tous nos représentants de la relève d'affaires, qui est notre jeune chambre à Laval, d'être présents aujourd'hui.
Alors, je vous ai mentionné un peu plus tôt que l'événement était présenté par Desjardins Entreprises, un partenaire économique dans la région auquel la Chambre compte énormément, et un grand merci. Alors, j'invite son représentant, M. Mario Lévesque, qui est le directeur des comptes seniors, à venir vous adresser quelques mots. Et je spécifie que c'est Desjardins Entreprises Laval-Laurentide. Bonjour tout le monde. Content de vous voir ce matin en grand nombre. C'est intéressant de voir que les sujets comme le transfert d'entreprise, ça attire l'attention et le désir de nos repreneurs ou de nos vendeurs. Je suis honoré de prendre la parole au nom de Centre Desjardins Entreprises de Laval, Laurentide, présentateur de la matinée Laval Inc., édition sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici pour discuter de l'importance cruciale du transfert d'entreprise, un moment déterminant pour les entrepreneurs, les cédants et les repreneurs d'affaires. Le transfert d'entreprise est bien plus qu'une simple transaction. C'est un héritage, une continuité et un passage du témoin essentiel pour la vitalité économique de notre communauté. Le Centre Desjardins d'entreprise de Laval-Laurentide s'engage pleinement à soutenir ce processus délicat en offrant un accompagnement personnalisé. Nous comprenons les défis uniques auxquels font face les cédants et les repreneurs, tout le volet psychologique entourant les transactions. Et nous sommes là pour faciliter ces transactions, garantissant ainsi la pérennité et la survie, pas la survie, mais la pérennité de nos entreprises. Alors que les statistiques économiques canadiennes et québécoises montrent que les transferts d'entreprises rencontrent souvent des difficultés, on peut parler de cailloux sur la route ou des ventes de face, ça arrive à tous les entrepreneurs. 10 % des propriétaires n'ont pas de relève d'identifier dans leur entreprise, ni un plan aussi articulé. Donc, il est primordial pour nous de prendre le temps de planifier et de s'entourer d'une équipe de spécialistes qui sauront vous aider à préparer cette étape importante de votre vie. Ces chiffres un peu alarmants démontrent l'ampleur de cette dynamique et soulignent la nécessité et la pertinence des services d'accompagnement offerts par Desjardins Entreprises, permettant ainsi de renforcer l'économie locale et favoriser la croissance durable de nos entreprises. Si j'avais un mot à dire pour décrire l'implication au niveau des transferts d'entreprises dans nos sociétés, agilité. C'est ça qui nous distingue. C'est du cas par cas, c'est une transaction à la fois. Il n'y a pas de formule préétablie, il n'y a pas de produit préétabli, mais il y a des approches dynamiques qui vous permettent de pouvoir à la fois répondre aux attentes du repreneur et du vendeur. L'objectif étant d'avoir des transactions agréables, conviviales et puis, comme je le disais d'entrée en matière de la pérennité du groupe. Or, que cette matinée soit riche en échanges fructueux, on a plusieurs gens de Desjardins Entreprises, Kevin Dessébateaux, Jean Sicard. On a aussi Mme Caroline Poisson de Desjardins Capital, ma collègue Annie Brunette et moi-même, qui sont là vraiment pour répondre à vos questions et enlignement, si curiosité se veut, pour vous aider dans ces magnifiques projets. Et Dieu sait que la démographie nous amène là actuellement. Alors, merci et bonne matinée à tous. Merci beaucoup, Mario. Alors, c'est vraiment Desjardins Entreprises. Un événement comme celui-là, vous êtes présents en grand nombre et je souligne particulièrement également, on parlait d'aide, d'appui. Service Québec et l'équipe de Marie-Claude et toute ton équipe, merci de l'appui du gouvernement du Québec qui nous permet justement de tenir l'événement ici aujourd'hui également. Alors, du contenu, parce qu'on n'est quand même pas des experts de contenu à la Chambre de commerce, n'est-ce pas? Par contre, on est là pour vous accompagner. Rien ne se ferait sans le centre de transfert d'entreprise. Alors, je demande à M. Éric Chouinard, conseiller en transfert, de venir vous adresser quelques mots. Merci, Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement de la Chambre de commerce et industrie de Laval. Il nous fait plaisir au Centre de transfert d'entreprise de se joindre à la Chambre de commerce dans cet événement-là. Bien évidemment, on a une expertise qui est très, très grande et très riche en termes de transfert d'entreprise. Le Centre de transfert d'entreprise est un organisme à but non lucratif qui accompagne autant les cédants que les repreneurs dans leurs projets de transfert d'entreprise. Et c'est dans cette optique-là qu'on est ici ce matin pour discuter avec vous de transfert d'entreprise.
Le CETEC a aussi formé récemment l'ORTEC, qui est l'Observatoire sur la reprise et le transfert d'entreprise au Québec. Et il y aura plusieurs statistiques intéressantes qui seront dévoilées au cours des prochains mois, notamment lors de notre sommet sur le reprenariat que le CETEC organise annuellement. Donc, je suis ici ce matin avec mes collègues Marc Monplaisir et Francis Beaulieu. Et je vous invite tous et toutes à venir nous rencontrer si vous avez quelques questions, que ce soit en rapport avec un transfert d'entreprise, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un de votre entourage. Merci. Bon événement. Sincère merci au CETEC et à l'ensemble de ses expertises sur place. Alors, juste avant de démarrer donc notre panel, je vais vous rappeler la formule tantôt lorsqu'on va faire les changements. Surtout, on a du monde de la Chambre de commerce. Je vais saluer justement l'équipe de la Chambre et la remercier pour l'organisation. Je demande aux représentants de la Chambre qui sont à certaines des tables de lever la main, alors qui sont présents. Est-ce qu'on va vouloir être, nous tous, présents également? Est-ce qu'on va vouloir que vous puissiez faire savoir? C'est la première fois que la Chambre organise sur cette thématique-là et pas la dernière. Et donc, quels sont vos besoins à Laval? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous manque comme expertise ou accompagnement? Faites-le savoir. Qu'est-ce que vous recherchez à ce stade-ci? On va être à l'écoute de vos besoins parce que ce n'est qu'un début ensemble. Alors, pour le premier panel, on parle du début, on nous a dit que s'il y avait une chose, puis là, c'est les spécialistes, c'est la question de les entreprises se préparent-elles bien? Elles se le préparent-elles à quel moment et quels sont les besoins à ce niveau-là? Alors, le premier panel va porter sur la préparation et la valorisation, que ce soit du côté du cédant, des acquéreurs ou même de la transition. Et je vais donc inviter M. Marc Monplaisir au CETEC, qui va animer ce panel, à venir présenter ses panélistes. Bonjour, merci de l'introduction, Caroline. Alors, les panélistes seront Maître Claude Pellerin. Claude est là-bas. Claude est associé chez Dunton Rainville depuis 2015, membre du Barreau du Québec depuis 1997. Maître Pellerin est un avocat dont la renommée en droit des affaires, notamment en matière de fusion-acquisition d'entreprises, n'est plus à faire. Ensuite, comme panéliste, on va avoir Annie Brunette de chez Desjardins. Annie est là. Directrice de transfert d'entreprise chez Desjardins, compte plus de 15 années d'expérience dans la réalisation et l'atteinte des projets d'affaires de ses clients entrepreneurs. Elle a rejoint l'équipe spécialisée en transfert d'entreprise afin d'appuyer les membres et clients dans l'accomplissement de leurs projets d'acquisition et de relève. Sa valeur fondamentale, assurer la pérennité des PME québécoises. Et enfin, notre dernier panéliste, Jean-François. Oui, Jean-François. Jean-François Audet de chez BDO. Si tu veux nous rejoindre, Jean-François. Jean-François est associé chez BDO, œuvre au sein de l'équipe des services financiers. Il se spécialise en diligence financière et accompagne ses clients de tout horizon dans leurs décisions d'investissement, financement et de désinvestissement. Il est comptable professionnel, agréé, expert, évaluateur d'entreprise et syndic autorisé en insolvabilité. Alors, on va y aller par questions-réponses que je vais adresser à mes panélistes. Alors, je vais prendre place ici. J'espère que l'autre micro fonctionne. Voilà. On va faire des tests. Bon, c'est un peu plus confortable. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Alors, première question, Annie. Annie, pourquoi est-ce important d'analyser la situation de l'entreprise avant de mettre en vente une société? Oui, Marc, en fait, ce matin, on va parler beaucoup des facteurs de succès là, dans la démarche de transfert, donc les facteurs de réussite. Puis on trouvait ça important là, de parler vraiment des aspects plus qualitatifs. Donc oui, Desjardins est une institution, les gens pensent souvent, ils commencent par regarder l'aspect quantitatif, les chiffres. Mais bien avant ça, là, il y a toute une démarche au niveau là, de présenter l'entreprise. Puis c'est super important de regarder la situation pour vraiment bien préqualifier
puis être en mesure de voir là, tout le profil complet. Fait qu'on va regarder souvent l'environnement d'affaires, puis le timing sont vraiment propices, dans le fond, à ce que l'entreprise passe au transfert. On l'a vu pendant la pandémie, c'est un bon exemple là, où ça a été plus difficile. C'était une période là, où il y avait de l'incertitude, autant au niveau économique et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de transferts retardés ou des difficultés à obtenir du financement là, de par un peu la variabilité là, de la rentabilité des entreprises, des pertes d'opérations, de toutes sortes d'événements qui se sont passés. Fait que c'est sûr que des fois, le choix du moment de transférer est important, là. Aussi au niveau là, du secteur d'activité. Donc, on veut regarder si c'est un secteur d'activité porteur. Il y a souvent plusieurs... c'est ça, les personnes disent, c'est sûr qu'on a des secteurs prioritaires, comme dans toute institution. Puis vraiment de voir qu'est-ce qui distingue l'entreprise. Donc, au niveau, là, vraiment, les produits, services distinctifs, le marché. Est-ce que le marché offre une pérennité pour l'entreprise dans les prochaines années? Fait que c'est pas mal le point culminant, là, je vous dirais, de qualifier, c'est certain. Puis ensuite de ça, on a la santé financière. Là, c'est sûr qu'en tant que tel, quand les entreprises commencent une démarche, on s'attend à ce qu'ils soient en bonne santé. Historiquement, puis aussi dans le profil actuel, souvent, on sent qu'il y a une décélération quand les cédants viennent pour penser à vendre. Il y a comme un petit peu moins d'efforts des fois dans les dernières années, puis ça se reflète dans les résultats. Oui. Qui n'est pas toujours évident là, pour financer. Là, des fois, c'est un peu ça qui devient un contexte plus difficile. Fait que c'est quand même important là, d'offrir, de continuer à ce que l'entreprise soit à une position là, quand même assez stable, effectivement. Parfait. Pour continuer sur le même thème, Jean-François, quelles sont les étapes à franchir avant d'amener son entreprise sur le marché? Oui, bien, en fait, il y a plusieurs choses. Je dirais que le numéro 1, on va toujours essayer d'aller jauger là, du côté du vendeur, c'est quoi le chiffre qu'il y a en tête. Donc, on amène éventuellement la compagnie au marché. Quel genre de réalisation le vendeur espère aller chercher? Vous parlez de la juste valeur. Juste en valeur fait, puis marchande, oui. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un disconnect finalement entre ce que la compagnie vaut réellement versus ce que notre vendeur a en tête. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Là, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais ce qu'on va faire pour venir un petit peu ramener sur terre le vendeur, c'est qu'on va souvent faire une évaluation de l'entreprise. Donc, on va regarder la compagnie, qu'est-ce que ça peut valoir en regardant les différents paramètres de l'industrie, regarder des compagnies qui sont comparables dans l'industrie. Si on a des compétiteurs qui sont listés en bourse, on va regarder tout ça pour dire, bon, bien, voici à peu près qu'est-ce que ça peut valoir, cette entreprise-là, lorsqu'on va l'amener au marché. Il faut comprendre aussi qu'un acheteur, donc, quand il va payer pour acheter une compagnie, bien, il va s'attendre à ce qu'elle soit opérationnelle. Donc, souvent, on va entendre parler de goodwill qui est attribuable finalement au vendeur. Oui. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est sexy pour un acheteur. Donc, il faut comprendre que pour maximiser la réalisation, on a besoin d'avoir des processus en place. On a besoin d'avoir des contrats qui vont venir donner les grandes lignes des différentes relations qu'on va avoir avec nos fournisseurs, avec nos clients. C'est le genre de choses qu'on veut s'assurer qu'on va avoir en place également. Dans les textes que vous m'avez fait parvenir, vous parlez de la diligence du vendeur qui devrait être égale, sinon supérieure à celle du repreneur. Ça, vous voulez juste préciser ce point-là? Oui, en fait, la diligence du vendeur, c'est un concept qui a débuté en Europe là, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Aujourd'hui, à peu près toutes les transactions d'une certaine taille, là, ils sont sujets à une diligence vendeur. Ça a migré aux États-Unis, puis naturellement, ben, en étant rendu aux États-Unis, ça fait son chemin jusqu'au nord, au Canada. Donc, principalement, une diligence vendeur, ça peut être à plusieurs égards financiers, taxes, opérationnels, vraiment n'importe quelle facette qu'on peut avoir en tête. Mais si on regarde vraiment du côté financier,
c'est sûr que ça va prendre un certain niveau, je dirais, de taille pour que ça puisse valoir l'investissement parce que c'est quand même des frais qui peuvent être considérables. Mais l'idée, c'est vraiment, en amont d'amener la compagnie au marché, c'est de faire exactement le même travail qu'un professionnel ferait pour le compte d'un acheteur, mais c'est juste que là, on a le luxe, finalement, de faire le travail directement pour le vendeur. Donc, si jamais, puis souvent c'est le cas, il y a des enjeux qui sont soulevés, il y a des risques qui sont identifiés. Donc, ça donne la chance au vendeur, avant d'aller au marché, d'adresser ces risques-là, de mettre des mesures en place pour corriger ce qui va avoir été identifié. Puis au final, ben, le vendeur, une fois qu'il va au marché, il va en toute connaissance de cause, il est capable de contrôler le narratif, il est capable d'avoir des réponses quand les professionnels du côté de l'acheteur vont poser des questions qui vont faire mal. Au final, ça va lui donner la chance vraiment de protéger le prix d'achat dans une certaine mesure. Parfait. Si on passait au côté légal, Maître Pellerin, pourquoi la planification fiscale est importante avant de débuter ce processus de vente-là? Bien, merci, Marc. Pourquoi c'est important? C'est que très souvent, les gens vont entendre au moment de la vente pour planifier la valorisation de leur entreprise. Donc, autrement dit, c'est bon, j'ai le droit à l'exemption à gain de capital, c'est parfait. Ils vont voir leur comptable, vont voir leur avocat. Bon, je veux multiplier ça, j'ai une femme, 2 enfants, est-ce que je peux le faire? Je veux vendre le 31 mars. Bon, c'est très beau tout ça. Malheureusement, il y a des règles fiscales à respecter, il y a des délais de détention, il y a des structures à mettre en place. Et souvent, les gens vont attendre à la fin de leur cycle de vie, au moment où ils vont vendre l'entreprise pour valoriser ces choses-là, au lieu d'en avoir profité toute leur vie. Anciennement, on avait le droit à verser des dividendes aux membres de notre famille avec le taux de taxation le plus bas. Maintenant, notre ami Justin a changé les règles et malheureusement, lorsqu'on ne travaille pas dans l'entreprise, le taux de taxation est plus élevé au niveau du dividende. Toutefois, il y a de la planification qui est possible de faire. Si on le fait à la dernière minute en se disant « bon, je veux vendre demain matin », bien, on ne peut pas multiplier à ce moment-là l'exemption à gain de capital entre les membres de notre famille. On n'a pas mis très souvent des fiducies en place, on n'a pas des compagnies d'investissement, des choses comme ça. Donc, c'est important. Moi, je le dis à mes clients, tu pars en affaires, c'est maintenant qu'il faut planifier la vente. Donc, il faut tout de suite commencer à y penser. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous dire « ça coûte cher », attends, c'est de l'impôt que tu vas payer pour rien sur une compagnie ou une fiducie, des choses comme ça. Mais moi, je peux vous dire que quand vous allez venir me voir, ça va faire 40 ans que vous roulez, puis il va falloir que je fasse des transactions qu'on appelle en anglais, c'est du double butterfly, ou des transactions papillons avec 3-4 holdings, puis des fiducies familiales. Je vais coûter pas mal plus cher que l'avoir structuré la journée où vous êtes parti votre compagnie en vous disant, regarde, on va faire ça pour un prix X, puis tu vas pouvoir y aller dans le futur. Je vous garantis que ça coûte plus cher. Mais les gens veulent attendre. Mais c'est important de le planifier maintenant. Un des éléments importants au niveau légal, c'est un peu du coq à l'âne, mais j'ai pris en note dans les discussions qu'on a eues l'importance de la vérification diligente. Comment bien préparer sa vérification diligente? Quels sont les experts dont on a besoin également pour faire une vérification diligente qui sera un succès? Effectivement, Marc, je reprends un peu ce que Jean-François a dit un peu plus tôt. Quand on sort le soir, on est célibataire, hein, on va se mettre beau, on va être gentil, on va vouloir trouver quelqu'un avec qui on va vouloir se marier. Bien, une vente, c'est la même chose. Comment on fait pour être beau et présentable? Premièrement, ça va permettre de maintenir la valorisation de notre entreprise parce que quand l'acheteur va arriver, bien, on va déjà avoir l'ensemble de l'information qu'il va avoir nécessaire et besoin pour faire son analyse de votre entreprise. Si on attend, et là on dit, bien, attendons d'avoir une offre ou une lettre d'intention pour fournir la documentation, je peux vous dire que ça va prendre 6 mois à 1 an à finaliser une transaction. Et ça, malheureusement, c'est un déterrant pour un acheteur parce que l'acheteur, lui, il est intéressé à votre entreprise, il veut aller de l'avant, puis vous, encore plus, vous voulez la vendre, votre entreprise. Donc, quand les gens viennent me voir et ils me disent « Ah, je veux closer ça au 31 mars », ben moi, ça me fait toujours rire parce que le 3/4 du temps, le livre n'est pas à jour. Leurs contrats, ils les ont plus, ils sont à quelque part dans une caisse à quelque part. Ils n'ont pas renouvelé leur contrat depuis X années, que c'est venu à échéance, mais ils ont continué à fonctionner sur la même chose. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Donc, nous, ce qu'on propose aux clients à la place, quand on est un vendeur, c'est de dire, regarde, on va te faire la liste comme si on était un acheteur, puis on va te dire ce que l'acheteur va te demander. Donc, tous tes rapports environnementaux, tes certificats de localisation à jour,
Qu'elle soit n'importe quoi qui vienne avec les contrats importants. Tu as des contrats de distributeurs. As-tu un contrat? Y a-tu été mis à jour? Y a-tu été signé? Moi, j'ai des transactions là, internationales où ils ont un fournisseur en Chine, il n'y a pas de contrat. Mais il fonctionne. Mais le problème, c'est que la journée que moi, je vais comme présenter un acheteur, je vais dire, moi, je veux un contrat, là, je veux un contrat en béton, je vais être certain que demain matin, si je t'achète, je continue. Alors, le vendeur aurait dû me fournir un contrat de distribution à jour. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'avoir la panacée des documents pour permettre justement une transaction facile et agréable. OK. On va retourner dans le domaine bancaire, Annie, sur le profil de la relève. Qu'en est-il exactement là, du profil de la relève et de l'appui du vendeur, du cédant dans la transaction, dans le transfert des actions ou des actifs, dépendant du genre de transaction à laquelle on a affaire? Bien, c'est le deuxième aspect, je dirais, là, le profil de la relève. Donc, puis aussi du fait qu'ils partagent la même vision là, que les cédants. C'est sûr que quand ils sont arrimés, on aime bien les rencontrer là, ensemble. Là, on voit la synergie et tout ça. C'est sûr que souvent, il y a un match, là, on dit un peu, il y a une chimie là, entre un vendeur et un releveur. Donc, du côté de la relève, ce qu'on s'attend, c'est d'avoir des gens qui ont les qualités recherchées là, pour vraiment reprendre une entreprise. Donc, que ça soit au niveau, oui, là, qui ait déjà eu un minimum d'expérience. C'est pas tous des entrepreneurs. Il ne faut pas nécessairement avoir été entrepreneur, mais il faut avoir ce sens-là là, de prise de risque, puis d'être capable de se positionner, puis d'être capable d'avoir c'est sur un instinct là, vraiment de leadership, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des fois dans l'expérience passée. Autant il y a des gens qui ont été VP dans des boîtes pendant des années. Ils ont déjà géré des ressources humaines. Ils ont déjà... Fait que c'est vraiment vraiment le CV de l'entrepreneur, je dirais. Il faut vraiment mettre ça de l'avant. Puis souvent, quand on rencontre une institution financière, on ne parle pas de ça en premier. On arrive avec le set d'état financier puis on dit on va regarder les chiffres. Mais contrairement, c'est super important d'arriver avec un sommaire exécutif du repreneur. Puis de dire, voici ma vision, voici ce que je vais en faire de cette entreprise-là. Le bagage, le passé, l'historique financier personnel, c'est sûr que oui, ça va être regardé de la façon que les gens gèrent leur santé financière à eux. L'implication, c'est sûr que souvent, on dit, ça prend-tu une mise de fonds? Oui, ça prend une mise de fonds. Il faut qu'elle soit significative. Des fois, ça ne sera pas 10 nécessairement, ça peut être 5 ça peut être 3 mais il faut qu'il y ait une implication. Il faut que les gens, c'est dans le fond, on fait des montages financiers, oui, il faut que tout le monde y prenne partie. Autant le repreneur, le cédant, puis l'institution, puis les autres partenaires. Fait que c'est sûr que ce point-là. Puis du point de vue cédant, on s'attend qu'il s'implique avec, dans le fond, sa relève, qu'il soit présent, qu'il y ait un plan de transition pour assurer là, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Là. Tant au niveau des connaissances que du pouvoir, on demande là, de voir un peu comment ils vont s'y prendre, la durée minimale que ça requiert. C'est-tu 1 an, 2 ans, c'est-tu 6 mois? C'est sûr qu'on demande quand même un délai raisonnable. Puis aussi, plus la balance de vente est importante, bien, c'est sûr que ça garde un intérêt un peu plus actif là, quand tu as quand même des sous à récupérer. Fait que c'est un mix de tout ça, d'un équilibre qui vient que toutes les parties sont gagnantes là, de la transaction, là, mais c'est vraiment d'arrimer les deux visions. Puis c'est ça qu'on voit qui est le meilleur succès, la préparation entre dans le fond, le vendeur et l'acheteur va être déterminante. Là, puis après ça, un bon plan de transfert, là, vraiment, au niveau après des employés clés, tout ça, toute la partie ressources humaines, là, c'est souvent là que ça aussi que c'est un des enjeux. Fait que, on va aller... Vous touchez l'aspect financier, l'aspect des ressources humaines. J'aurais le goût de demander à Claude de nous parler de l'aspect légal de la relève, en ce sens parmi nos concurrents, parmi nos employés, comment analyser qui pourrait prendre la relève de l'entreprise, puis comment au niveau légal on analyse la situation? La meilleure personne qui peut prendre votre entreprise, c'est quelqu'un qui connaît votre domaine, qui est capable d'évaluer votre marché, capable d'évaluer votre entreprise, la valorisation de votre entreprise et les débouchés de votre entreprise. Un tiers qui arrive qui n'a pas d'expérience, il va avoir tout ce qu'on appelle le learning curve
pour acheter votre entreprise. C'est certain que quelqu'un qui connaît votre domaine, qui connaît votre entreprise, va être beaucoup plus intéressé à l'acheter si vous avez déjà des revenus, qu'il y a une part de marché qui, lui, il ne l'a pas. Et surprenamment, les gens ont toujours peur en disant « Oui, mais si, comme on a parlé un peu plus tôt, il y a des vendeurs qui ne viendront pas ici parce qu'ils ont peur de dire aux gens qui sont à vendre. » Bien, pourtant, quand vous êtes célibataire, vous allez dans un bar puis tout le monde vous voit. Hein? Parce que vous êtes célibataire puis vous êtes à vendre. Hein? Désolé de le dire. Mais c'est comme ça. Mais c'est la même chose en entreprise. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens sachent que vous êtes à vendre. Parce que s'ils ne le savent pas, qui va vous acheter? Personne. Donc là, vous allez aller voir quelqu'un qui va faire une annonce ou quoi que ce soit. Vos employés qui sont là depuis 20-25 ans, qui ont peut-être l'intérêt à acheter votre entreprise, s'ils ne savent pas que vous êtes bientôt, dans 5 ans, 10 ans, prêt à vendre, bien, ils ne pousseront peut-être pas pour travailler, monter dans l'entreprise, faire de la gestion, des choses comme ça, prendre des obligations, acheter des actions de l'entreprise. S'ils ne savent pas, ces gens-là, ils pensent que vous allez donner à vos enfants l'entreprise. Bien, ils ne participeront pas à l'avenir de l'entreprise. Mais c'est ça qui est important. Savez-vous ce que ces gens-là devraient faire? Devenir membre du CETEC. C'est une très bonne idée. Effectivement. Ils pourraient m'appeler puis je pourrais te les référer. C'est deal. On va revenir sur un point, Jean-François. On a entendu l'aspect de Annie, ensuite l'analyse légale sur les considérations analysées avant de vendre une entreprise, mais j'aimerais ça particulièrement, vous, dans le domaine dans lequel vous êtes, vous entendre sur ce thème-là. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects à considérer, puis là, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est ce que je vous demandais. Oui, mais je vous dirais qu'il ne faut jamais sous-estimer l'implication de professionnels dans ces processus-là. Tu sais, on parle des différents aspects, que ce soit financier, légal, fiscal. Entourez-vous de professionnels avant d'entrer dans une transaction. Assurez-vous que vous avez les bonnes personnes sur la bonne chaise, ne serait-ce que pour avoir une bonne convention d'achat qui va protéger vos intérêts, d'avoir un conseiller financier qui va faire toute la revue financière pour comprendre les tendances finalement, qu'est-ce qui drive cette compagnie-là, qu'est-ce qui explique la croissance, est-ce que c'est soutenable, est-ce que les marges vont se préserver dans le futur. Tu sais, il faut qu'on ait les bons professionnels pour justement faire ce constat-là pour pouvoir aller de l'avant ensuite. C'est sûr qu'il peut toujours y avoir, je parlais tantôt, là, la valeur marchande de l'entreprise versus la valorisation aux yeux de l'entrepreneur. Il y a des mécanismes aussi qui sont possibles de mettre en place pour venir réconcilier finalement ce gap-là qui peut exister. La structure des earn-out en étant une bonne, ce qui n'est pas nécessairement qui est souhaitable du point de vue de l'acheteur ou du vendeur, mais bref, ça demeure qu'il y a différentes façons qui peuvent être mises en place pour justement réconcilier ce fossé-là qui peut exister. Puis l'autre chose que je dirais là-dessus, Marc, c'est avant d'acheter, il faut qu'on soit capable aussi de penser à la transition. Tu sais, jour 1, moi, comme acheteur, est-ce que je suis capable d'opérer ce business-là? Est-ce qu'il va y avoir une interruption, une disruption? Il va-t-il avoir quelque chose qui va m'empêcher d'opérer la compagnie à son plein potentiel? D'où l'importance, comme Claude mentionnait, les processus, les contrats. J'ai des employés clés, Annie en parlait. Est-ce qu'ils vont rester à bord? Mes clients, ils vont-tu continuer de commander? Mes fournisseurs, peu importe où ils se trouvent. Dans ces contrats-là, est-ce que j'ai des clauses qui font que s'il y a un changement au niveau de l'actionnariat, bien là, soudainement, les contrats peuvent être renégociés à des termes qui sont moins favorables. Fait que c'est tous ces éléments-là qu'il faut regarder. Là, c'est sûr que je synthétise vraiment là, à très haut niveau. Oui. Il y a une panoplie d'autres facteurs, mais si on regarde vraiment les trucs les plus importants, je dirais que c'est principalement ces aspects-là qu'on va vouloir regarder. Parfait. Annie, vous avez abordé il y a quelques instants brièvement le montage financier. Mm-hmm. J'aimerais qu'on aille juste un peu plus de façon plus pointue sur la personnalisation d'un montage financier. Tout à fait. C'est sûr un coup, tout ça regardé, le relève, l'entreprise, bien, les gens veulent savoir, ça se finance-tu? Oui, ça se finance. Ça se finance comment? Bien, tu sais, de plusieurs façons. Puis, c'est un peu ça que chez Desjardins, on a une équipe là, dont je fais partie qui fait, dans le fond, qu'on est partout au Québec en accompagnant les centres Desjardins d'entreprise pour, justement,
aider les directeurs de compte dans la proposition de montage financier, de préqualification des relèves, tout ça. Mais pour les montages, on veut vraiment offrir du service personnalisé parce qu'il n'y a pas une transaction qui est pareille. Puis c'est jamais simple, que ce soit une petite, une moyenne, une grande. Il y a toujours des subtilités, tout ça. Fait qu'on est vraiment là en accompagnement pour dire, bon, ça serait quoi le meilleur scénario financier possible pour vraiment, premièrement, préserver la pérennité de l'entreprise. Là, c'est toujours ça qui nous rattache. On veut faire des montages flexibles qui donnent de l'air aux repreneurs de dire, on ne vous condamne pas au succès que dans 1 an, 2 ans, on est pris avec un service de dette beaucoup trop élevé, que l'entreprise, au moindre soubresaut sur la route, comme on dit, il y a des imprévus, bien qu'on ne soit pas lié, là, qu'une petite baisse de rentabilité affecte au point qu'on ne soit plus capable de rencontrer les obligations. Fait que, c'est vraiment dans cette optique-là. Fait que c'est pour ça que dans les montages, c'est toujours équilibré. On cherche l'équilibre, flexibilité, puis on travaille beaucoup avec des partenaires, c'est certain. Puis les cédants, bien, c'est sûr qu'en balance de vente, avec l'acquéreur qui fait sa mise de fonds, l'équilibre en équité, quasi-équité devient importante là, pour amener de la souplesse. Les pourcentages, bien, c'est toujours... il n'y en a pas un pourcentage qui est la règle du pouce. On parle de 30-35 d'équité, quasi-équité. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment de la performance là, qu'on retient de l'entreprise, qu'on est à l'aise de travailler avec. On a des partenaires comme Desjardins Capital, tout ça, qui peuvent s'imbriquer dans les montages, donner de la flexibilité qu'on recherche à travers les années. Puis quand l'entreprise, c'est sûr qu'une transition, tout le monde dit « Ah, je vais garder le même niveau là, de performance », mais historiquement, on voit que c'est déjà difficile de maintenir le BAIA qu'on avait dans les dernières années parce que, bon, il y a quand même... des changements qui arrivent, on peut perdre des employés, il peut y avoir un paquet de phénomènes. Donc, on est vraiment conservateur, on est vraiment là pour aider là, la relève à bien structurer son montage puis d'être à l'aise avec la suite, là, pas qu'il y ait une préoccupation de vraiment de financière. Là. Fait c'est comme ça qu'on travaille là, avec nos équipes. Merveilleux. On va revenir au point de vue légal. Claude, vous l'avez abordé brièvement tantôt, la mise à jour corporative. C'est une chose que, en tout cas, moi, ça fait 20 quelques années que je vends des entreprises. C'est la première chose que je dis à mes clients. Allez voir votre avocat, votre comptable, puis mettez votre livre à jour. Bien, Marc, je suis d'accord avec toi. Puis c'est une des problématiques qu'on voit souvent. J'ai au moins 95% des compagnies de clients que je rencontre qui viennent me voir que leurs livres ne sont pas à jour. Pourquoi? Parce que les gens, lorsqu'ils incorporent une compagnie, bien, ils pensent que c'est une boîte, puis ils mettent ça dans une tablette à quelque part, dans un sous-sol, dans un garage quand ils ont déménagé, ça se perd, ils laissent ça chez le comptable, puis ils ne mettent jamais ça à jour. Bien, une compagnie, c'est une personne morale qu'on appelle et ça vit par ses résolutions. Puis c'est à vous à les mettre à jour, à les faire, ces documents-là. Moi, j'ai fait des transactions où tout ce que j'avais, c'était le certificat d'incorporation qui était le papier bleu que vous avez tous sûrement déjà vu. Il n'y avait rien avec. Il n'y avait aucun statut, il n'y avait rien. Bien, ça, c'est coûteux pour un client et ça prend quand même un certain temps. Parce que si on retourne en arrière où ce qu'on discutait avec la planification fiscale, bien là, il faut discuter avec le fiscaliste pour mettre à jour ces choses-là puis organiser tout ça pour s'assurer que ça tient la route. Puis si on n'a pas ça à jour, c'est une des premières choses qu'un avocat comme moi va vous demander. Bien, as-tu le livre des minutes du vendeur que je regarde s'il est à jour? Puis là, on a toujours la même surprise. Ah, M. Bélanger, il est parti il y a 5 ans. Il n'y a pas de démission, les certificats d'action ne sont pas signés, mais le gars, il est parti. Et il est où? Ben là, je ne parle plus parce qu'on s'est chicané. OK, ben là, je fais comment pour le faire signer, ce monsieur-là? Vas-tu me revenir dans 2 ans en me disant, by the way, j'avais 50 % de la compagnie, puis tu ne m'as pas payé? Ça fait mal au cœur quand tu dis ça au client. Tu dis, regarde, c'est parce que le gars va être obligé. Et ça fait quoi? C'est des délais additionnels. Les gens veulent vendre, sont prêts à vendre. Puis si ce n'est pas à jour, ben moi, il faut que je travaille. Il faut que vos avocats travaillent. Puis c'est du temps et c'est des coûts additionnels que vous pouvez éviter, tout simplement en ayant un livre à jour. C'est ça qui est important. C'est s'assurer que ça, c'est à jour, puis de travailler avec vos professionnels. Bien, dans une ligne toujours légale, le renouvellement des contrats. Bien, ça aussi, c'est très important. Comme je disais un peu plus tôt, la problématique, très souvent, on travaille avec des contrats et des clients ont des contrats qui sont venus à échéance, mais ont continué à fonctionner sur des contrats
qui ont eu échu parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent avec les mêmes fournisseurs. Le problème, c'est que le vendeur chez le fournisseur va prendre sa retraite et quand vous allez avoir votre client qui arrive et dit « Bon, ben moi, je veux maintenant m'assurer que le coût d'achat de mes produits que je vais distribuer demeure le même », ben vous n'avez plus de contrat. Donc là, la personne qui est là, qui ne vous connaît pas, vous êtes l'acheteur, va arriver et va dire « Ben moi, je veux un contrat au même prix que c'était avant. » « Ah ben non, maintenant ça a changé, il y a eu de l'inflation. » Là, vous ramassez que votre coût d'acquisition vient d'augmenter. Alors que si on a un contrat qui est déjà établi, qui perdure, par exemple, juste un contrat, un bail, un loyer, une location d'un entrepôt ou quoi que ce soit, si c'est maintenu, vous savez dans quoi vous embarquez, au moins pour les 4-5 prochaines années. Souvent, on dit aux clients, il faut que ces contrats-là, tu en aies au moins pour 5 ans. C'est pourquoi? Parce que c'est l'amortissement de votre investissement dans l'entreprise, parce que c'est un coût, vous achetez, mais après ça, si ça augmente, bien, votre coût d'acquisition va augmenter encore. Donc là, ça ne fonctionne plus dans les budgets. Les gens chez Desjardins, votre comptable va vous le dire, bien là, c'est parce que là, tu n'arrives plus parce que tes profits que tu devais faire pour rembourser ta charge de dette et rembourser ton vendeur, bien, tes coûts ont augmenté de façon faramineuse, tu n'arrives plus. Donc ça, c'est toute une problématique. C'est des choses, pour ça qu'on dit, il faut que les contrats soient fixés, il faut t'assurer, parce que c'est ça l'actif de l'entreprise que tu achètes, ce sont tes contrats, autant au niveau fournisseur que tes clients. Vous avez noté aussi les carnets d'entretien. Je pense qu'on touche à ce moment-là à tout ce qui est la machinerie, le matériel roulant. Exactement. Souvent, les gens, ben c'est ça, encore une fois, ils fonctionnent, ça va bien, ils font réparer l'équipement, l'entretien est fait sur les logiciels sont mis à jour, mais on n'a rien pour démontrer tout ça à notre acheteur. Encore là, comment je fais pour m'assurer, moi, que les équipements que je vais acheter industriels ont été entretenus correctement, qui sont toujours sous garantie ou pas sous garantie, mais qui ont été entretenus, que je sais que j'ai une vie durable de cet équipement-là. Encore là, on achète quoi? On achète l'actif de l'entreprise. Même si on achète les actions, ça vient que les actifs. Comment je fais, moi, comme acheteur, m'assurer que les équipements, un CNC, un pont roulant, des logiciels, ça a été mis à jour, ça a été entretenu et que ça va me permettre, moi, de continuer encore pour les 4-5 prochaines années sans me ramasser avec un bris. Juste hier, j'ai été avisé par un client qu'ils vont baisser le prix d'une acquisition parce qu'il y a un bris d'équipement. C'est un problème. Et là, comment je fais, moi, si je reprenais le vendeur, de dire, oui, mais c'est pas de ma faute, l'équipement était bien entretenu, puis voici le carnet de charge, puis quand ça a été entretenu la dernière fois, c'est un cas fortuit. Là, je suis incapable, moi, si je représentais le vendeur, de justifier la situation qui est un cas fortuit. Tout ce que l'acheteur va penser, c'est c'est ça, il n'a pas entretenu son équipement. Est-ce que je vais avoir d'autres surprises la semaine prochaine? Comment vous traitez dans une transaction les baux, location, achat de matériel roulant ou de machines? Le crédit bail? Oui, le crédit bail. Tout ce qui est crédit beau, nous, c'est sûr que ça fait partie des actifs de l'entreprise d'un côté, puis aussi des dettes, mais il faut s'assurer que ces crédits beaux-là, ils ont une durée de vie, encore une fois. Il ne faut pas se ramasser du jour au lendemain qu'on va se retrouver avec le coût d'achat, si on veut, de l'équipement, parce que là, on a un crédit bail qui vient à échéance, et là, on a un véhicule ou un équipement important, et là, on a un montant excessivement important à payer pour racheter l'équipement, alors que c'est un équipement qui devrait faire partie des actifs de l'entreprise. Donc, nous, on essaie, il faut s'assurer, encore là, on fait une analyse des baux, autant au niveau locatif que des équipements, pour s'assurer c'est quoi le coût impliqué pour continuer à la pérennité de l'entreprise, s'assurer qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Les gens souvent oublient ça. Ils pensent que cet équipement-là, ça vient avec et que c'est payé. Souvent, c'est pas payé. Effectivement. Effectivement. Un dernier thème au niveau légal que j'aimerais aborder, c'est au niveau des employés. Moi, je l'ai vu souvent dans ma pratique où des gens qui disent, oui, il y a de la vérification diligente, mais je ne veux pas qu'ils rencontrent mes employés, puis je ne veux pas qu'ils rencontrent mes fournisseurs. Moi, ce que je faisais, puis vous me corrigerez si c'est erroné, mais c'est de dire qu'une fois que le financement a été accordé, une fois qu'on a passé l'ensemble des points de vérification diligente, je pense qu'il est obligatoire que le cédant présente ses employés, premièrement, informe, parce que la majorité du temps, les employés ne sont pas au courant qu'il y a une transaction, les fournisseurs non plus, pour que les choses se fassent en douceur puis qu'il y ait une transition qui soit acceptable sans qu'il y ait de pertes au niveau de l'entreprise. On va regarder l'aspect légal, puis Annie, Jean-François, si vous voulez intervenir
au niveau financier. Mais dans un premier temps, Claude? Effectivement, je reviens un petit peu à un des sujets au début de notre discussion. C'est important que les employés, premièrement, sachent que vous êtes dans un processus de vente, parce que là, vous allez savoir s'il y a des gens qui vont rester ou vont vouloir quitter. Donc ça, c'est un actif dans votre entreprise. Des employés, savoir est-ce que ces gens-là vont vouloir quitter demain matin s'il y a un changement de capitaine. Parce que si vous avez votre meilleur homme qui s'occupe de tel équipement puis il dit « Ah, ben si tu t'en vas, moi, je prends ma retraite », ça, c'est un coût humain, là. Je veux dire, il va falloir prévoir ça lors de notre vente. Et effectivement, c'est certain qu'on n'ira pas de l'avant avec l'acheteur tout de suite demain matin rencontrer tout le monde parce que l'acheteur peut être le prochain comme le troisième qui va acheter. On va attendre d'être assez loin dans un processus. Mais c'est important que vos employés soient conscientisés que vous êtes dans un processus de vente. Pour premièrement, effectivement, les sécuriser, pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe, pas avoir de mauvaises surprises, surtout des frustrations. Les êtres humains sont tous pareils. Hein. On risque d'avoir des problèmes d'êtres humains et de ressources humaines demain matin. Moi, j'ai eu un autre dossier que j'ai eu dernièrement. Mais mon client a acheté une compagnie, puis il y avait un de ses anciens employés qui était dans la compagnie avec qui il avait eu mal à partir dans le passé. Donc, ça n'a pas pris 3 semaines que le gars était parti. Mais c'est un actif. Cet employé-là a quitté. Bon, c'était pas un problème ici, mais ça pourrait être un problème si c'est le meilleur homme parce que lui, ça ne tente pas de faire affaire avec telle personne. Donc, c'est des choses à planifier. Mais effectivement, c'était à la fin. La même chose avec les fournisseurs. Quand devons-nous parler de nos fournisseurs? Ben moi, je pense que dans le processus de vente, à un moment donné, c'est important de l'en parler aux fournisseurs parce que vos fournisseurs peuvent être des gens qui peuvent être intéressés à acheter votre entreprise. Ou peuvent avoir un autre client qui est dans le même domaine que vous qui va dire « Attends, telle personne que je connais qui est dans une autre région du Québec ou du Canada ou du monde aurait peut-être l'intérêt pour ton entreprise. Est-ce que tu veux que je te l'introduise? » On va regarder maintenant l'aspect financier de la même question. Jean-François? Ben, en fait, je pense que c'est un must de pouvoir parler aux employés à un certain point dans le processus si on est du côté acheteur, puis le comptable en moi va dire que naturellement, si j'ai 50% de la main-d'œuvre qui quitte le bateau jour 1 de la transaction, c'est plus du tout la même transaction, c'est plus du tout la même compagnie. Maintenant, on parle d'aller engager davantage, puis le marché étant ce qu'il est en ce moment au niveau de la main-d'œuvre, c'est extrêmement difficile de recruter des gens compétents. On a l'aspect temps aussi, ça prend plus de temps à recruter. On a des coûts pour développer, pour entraîner finalement ces nouvelles ressources-là. Donc, il y a tout un aspect financier qui pourrait être assez significatif si on perd ces employés-là. Donc, puis même moi, représentant un acheteur, souvent, on va pousser, on va identifier ces employés clés-là, puis on va s'assurer qu'il y a quelque chose dans la convention d'achat à l'effet que ces gens-là restent. Sinon, il peut y avoir justement des ajustements négatifs au niveau du prix d'achat parce que, comme je viens de le mentionner, on peut avoir des coûts assez substantiels si ces employés clés-là ils quittent le navire en cours de route. Ce qu'on voit, je ne sais pas, M. Pellerin, si vous faites ça, mais quand je portais votre titre puis je faisais à peu près le même job, souvent, je disais aux gens, demain matin, tu vas être propriétaire de 100% des actions, mais tu ne seras pas président de l'entreprise. Pour faire une transition, on laissait le titre de président à l'ancien président pour le temps de faire une transition et d'habituer autant les fournisseurs que la clientèle en général. Je ne sais pas si ça existe encore, mais... Ça se fait, ça dépend des transactions, je dirais. Exemple, si on faisait ce qu'on appelle en anglais un management buyout, donc c'est des employés clés qui achètent l'entreprise, oui, effectivement, ça va demeurer comme ça. Mais encore là, la transition va se faire des deux côtés. Si on faisait une transition, effectivement, une vente avec des employés clés, bien, même là, il faut faire une transition avec ces gens-là. Moi, j'ai eu des transactions où, au bout de 3 mois, on a renversé la transaction, puis les 2 employés qui étaient là depuis 15 ans et 20 ans ont quitté. Parce que pour eux, quand ils ont reçu une action puis ils n'ont pas payé une scène, parce que généralement, management buyout, c'est financé par l'entreprise, bien, ces gens-là sont devenus patrons. Sauf que le patron, il n'était pas payé. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème de transition autant à l'interne qu'à l'externe, qu'au niveau des fournisseurs que des employés. Donc, effectivement, un plan de transition et d'intégration est très important. Et c'est souvent ce qui fait défaut dans la plupart des transactions, c'est cette portion-là. Parce qu'un, le vendeur, souvent, il est tanné, il veut s'en aller chez eux. Puis l'acheteur, bien, lui, il veut être le patron. Mais le problème, c'est que ça prend du temps à établir. Parce que vous avez une relation établie depuis 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans avec vos employés, vos fournisseurs. Et ça ne se transfère pas du jour au lendemain.
Et effectivement, c'est important d'avoir un plan de transition, soit en gardant le vendeur comme participant actionnaire de tel type de catégorie d'actions parce qu'on va lui avoir donné des actions rachetables avec un certain temps, avec un certain contrôle. Si on faisait une espèce de management buyout où moi j'ai vu des gens rentrer dans l'entreprise avant d'acheter, devenir employé, être formé par l'employeur pour devenir le successeur. Donc ça, c'est une façon de faire une transaction, c'est de dire, moi, je vais apprendre le métier avec toi pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais vendre l'entreprise. À ce moment-là, je vais avoir pris connaissance des gens parce que si on prend simplement une problématique de « je suis le nouveau patron, merci, bonjour, j'ai fait un gros chèque », ben, je peux vous garantir que vous allez perdre des joueurs. Effectivement. Puis peut-être d'ajouter dans le fond... J'allais vous dire, allez-y. Peut-être ajouter... C'est ça, sur le risque de transition, bien, plus le risque est encadré, est atténué, bien, ça a un impact là, sur le financement. Là, on ne se cachera pas que la prise de risque dans un dossier va dépendre directement. Si on sait qu'il y a des contrats de travail avec les employés clés, s'il y a les décédants qui restent pendant une période... assez déterminante, tout ça, qu'on est capable de capter ces risques-là, bien, ça a un impact sur le montage, bien évidemment. Là, c'est sûr que, c'est vraiment le plan de transition qui est bien solide, qui est bien démontré à l'institution financière. Bien, c'est sûr que ça l'aide. Sur des prêts cash flow, on s'entend qu'on n'a pas de garantie, là, ou très peu. Fait que c'est vraiment le management qui rentre, qui fait la différence. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut venir bonifier au maximum là, pour espérer avoir un peu plus de latitude. Là. Merveilleux. Ça fait le tour des thèmes que je voulais aborder avec vous. Caroline me faisait signe qu'il me reste un gros 10 minutes. Alors, à partir de ce moment-là, j'ouvre la possibilité de questions à mes panélistes. S'il y a des gens qui ont des questions, ça va leur faire plaisir de vous répondre pendant ces 10 minutes-là, avant qu'on passe aux tables. Est-ce qu'il y a des curieux? Oui. Allez-y. Maître Pellerin? Oui, ça va arriver. Je travaille en fait avec Maître Gamiel de mon bureau qui est en immigration et qui va vous parler un peu plus tard dans un autre des panels sur les investisseurs immigrants. Oui, ça arrive assez régulièrement. Puis en fait, je vous dirais que c'est peut-être quelque chose qui manque ici. C'est cette espèce d'ouverture sur le monde de nos entrepreneurs. Parce que souvent, des gens de l'extérieur, que ce soit simplement l'extérieur de la région de Laval ou que ce soit de du Québec ou du Canada, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressantes pour des gens qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est peut-être une problématique qu'on a, c'est cette ouverture-là sur le monde, de dire, moi, j'ai mon entreprise. Puis ça veut dire aux gens que vous êtes à vendre. Donc ça, c'est le faire, c'est promouvoir votre vente, promouvoir votre entreprise, parce qu'il y a des gens qui vont venir de l'extérieur, des gens qui sont nouvellement immigrants ici, des gens qui sont soit des réfugiés, soit des gens de n'importe où, puis on voit ça depuis toujours, je veux dire. Regardez, là, les propriétaires de dépanneurs, là, ils ont changé depuis belle lurette là, de toutes les origines. Donc, il y a des gens qui sont prêts à acheter des entreprises. Mais s'ils ne savent pas que vous êtes à vendre, ils ne pourront pas vous acheter. Effectivement. D'autres questions? Oups. Ah! Ah, on a un micro. D'accord, excusez. On parlait tantôt justement des surprises qui peuvent arriver. Bon, c'est sûr, l'entretien des équipements, des choses, les contrats, perte de relations et tout. On ne peut pas tout le temps tout prévoir. C'est pas le rôle de la balance de prix de vente, justement, qui maintient ça pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut arriver ou par la suite? Mais en fait, oui et non. La balance de prix de vente va venir garantir, les représentations est garantie très souvent, je suis d'accord avec vous. Il y a juste un problème. C'est que moi, mon travail, représentant le vendeur, je vais limiter les représentations et garanties. Surtout si c'est de l'équipement usagé, je vais essayer de m'organiser pour c'est de l'usure normale. Donc, si moi, je suis capable d'avoir un cahier de charge, l'acheteur qui va l'acheter va avoir connaissance que mon équipement, mon CNC, mon pont roulant, il y a 20 ans, 30 ans. Et que oui, ça a une durée de vie.
Donc, tu ne peux pas venir me dire dans 2 ans, « Hey, ton pont roulant, il est fini, il faut que je n'achète un autre, ça va me coûter 150 000, 200 000, 300 000, 500 000 » Ça, c'est ton problème. Tu as fait ta vérification diligente. Donc, il faut faire attention en pensant que c'est une garantie, la balance de prix de vente. Ça sert à certaines choses, oui, à garantir certaines choses, mais de toute façon, on va mettre des limitations là-dedans. Hein, on va avoir des caps qu'on appelle, puis ça va être limité. Mais de l'usure normale, ben, ça ne se garantit pas. Mais c'est certain que si demain matin, j'ai un bris mécanique parce que j'ai fait un défaut d'entretien, puis c'est un vice caché ou quoi que ce soit, ben oui, je risque de me ramasser devant un tribunal qui va dire « Hey, moi, je ne la paye pas à balance de prix de vente parce que s'il m'avait dit que cet équipement-là était rafistolé puis que ça allait casser demain matin, je ne l'aurais jamais payé. » Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, mettez en ordre votre cour, votre maison, assurez-vous que tout est là pour que pas justement qu'il y ait un avocat de mon bureau qui vous envoie une méchante mise en demeure en disant « Ton équipement, tu ne l'as pas entretenu, si j'avais su, je ne t'aurais pas acheté à ce prix-là. » C'est ça la... Parfait. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question, Caroline. Oui, alors une dernière question. Oui, bonjour, Bernard Fréchette. En fait, la question que j'avais, moi, c'est avant d'entreprendre tout ce processus-là, de par votre expérience que vous avez, comment vous mesurez un peu le mindset du vendeur, à savoir s'il est prêt à s'embarquer là-dedans, là, parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est en fait un élément qui est excessivement important parce que la vente d'une entreprise, naturellement, c'est comme la fin d'un chapitre, le début d'un autre chapitre. Et c'est sûr aussi, avant de s'embarquer dans ce processus-là, aller au marché, puis là, finalement, se rendre compte que ça ne marche pas, on vient un petit peu brûler la business. Donc, je pense que une des premières choses à faire avec l'entrepreneur, c'est justement de parler de cet après-là. T'as-tu déjà pensé, as-tu un plan, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, jour 1 que la compagnie est vendue, qu'est-ce que tu vas faire? Puis c'est sûr que quelqu'un peut changer d'idée en cours de route, mais d'avoir cette discussion-là en amont pour éviter justement de brûler la business sur le marché, c'est probablement la meilleure chose à faire. Mais clairement, il faut que l'entrepreneur soit prêt, qu'il ait un plan, qu'il soit capable de bien l'expliquer également pour avoir une certaine crédibilité en arrière de ça, puis être convaincu que, bon, on va aller au marché, puis ça va se concrétiser, puis qu'on va agir de bonne foi. Une dernière? Oui? Oui. En matière de transfert d'entreprise, nous, ce qu'on remarque au niveau de l'équilibre, de la structure de financement qu'on va mettre en place, la balance de vente, c'est toujours perçu pour nous comme une belle preuve de confiance du vendeur envers le repreneur, assurant par défaut une structure de capital optimale, puis l'oxygène que l'entrepreneur, qui souvent n'a pas assez de mise de fonds, de pouvoir compenser par une balance de vente et démontrer au repreneur qu'il aura 3, 4, 5 ans pour pouvoir réaliser son plan d'affaires et être capable de libérer le vendeur de ça. Fait que nous, on voit ça d'un œil très, très, très positif, les balances de vente bien travaillées, bien adaptées, et puis qui vont permettre aux jeunes repreneurs, que ce soit intergénérationnel ou management, de pouvoir réaliser leur rêve qui est de mettre en place leur plan d'affaires à eux dans un esprit de croissance pour créer de la richesse, le maintien de nos sociétés. Je suis d'accord avec votre point de vue là-dessus. Le problème qu'on a très souvent en transfert d'entreprise, c'est que le vendeur pense qu'il va avoir un chèque demain matin et il va s'en aller chez lui. Et ça, c'est de l'éducation à faire auprès du vendeur parce que de plus en plus, on voit ce qu'on appelle du earn-out. Ça veut dire, je vais te payer la différentielle de ce que je te dois basé sur les performances de l'entreprise parce que tu m'as fait des représentations à l'effet que l'entreprise va avoir telle performance ou a eu telle performance. N'oublions pas que très souvent, la performance est liée à qui? Au vendeur. Donc, c'est pour ça qu'une balance de prix de vente est intéressante, mais il faut penser à ces choses-là dès qu'on met l'entreprise en vente, dès qu'on parle à des gens comme Jean-François, dès qu'on parle à des gens comme Annie. Attendez-vous, vendeur, que vous allez devoir laisser de l'argent sur la table à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça, c'est toujours surprenant quand on se ramasse dans une transaction et que là, le vendeur dit, ben là, comment ça que les conditions de vente, les conditions de financement, il y a une balance de prix de vente qui demande. Je ne suis pas d'accord. Mais tu veux la vendre, ton entreprise? Je te garantis qu'il va en avoir une demain matin. Parce que la banque, elle va vouloir que tu te mouilles, puis tu vas vouloir que tu sois là pour backer l'entreprise. Parce que la seule personne qui va racheter l'entreprise la journée que ça va aller mal, devinez c'est qui?
c'est le vendeur. Il n'y a personne d'autre qui va acheter. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui connaissez l'entreprise autant que vous. C'est bien. Claude, Annie, Jean-François, merci beaucoup. Ça va clore cette partie-là de la présentation. Et Marc, merci beaucoup également. Merci. Donc, comme nos amis nous disaient quand on était en train de faire toutes nos préparations pour notre belle journée de matinée Lavalink, comment préparer notre mariée? À quoi s'attendre de part et d'autre? Alors, c'est le même qu'on vous nommait et c'était quelque chose qui était agréable. Pour les 25 prochaines minutes, on se donne le temps. Moi, je veux vous garder ça timé pour donner une chance à tout le monde. Vous allez autour de la table avec laquelle vous avez commencé, puis vous allez vous pratiquer un petit peu. On vous invite, si vous voulez prendre un petit café, on a fait faire des refills. Jasez autour de la table, apprenez à vous connaître, apprenez à découvrir l'expert de table. On vous donne ce temps privilégié de réflexion et d'échange pour les 25 prochaines minutes. Et je vous reviens vers exactement 9h55. Alors voilà.